Maintenant, les filateurs. Voilà, donc l'étape suivante, c'est les filateurs. Donc j'appelle Pierre, Olivier et Maurizio. Voilà. Bon, par qui je commence? Ouais. Vous n'êtes que des bavards. Donc j'ai un souci parce que c'est 4 bavards. Alors je crois que il faudra que je les coupe. Bon, par lequel on commence? Par Olivier? Allez, prends un micro. Merci, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Olivier Guillaume, je dirige Safilin, donc Safilin, filateur de lin, là maintenant de chanvre, mais historiquement de lin depuis 1778, donc encore un esprit start-up malgré tout, puisque on se lance des challenges régulièrement. L'un des derniers challenges qu'on s'était lancé, c'était de remettre en France une filature de lin. Tout à l'heure, ça a été mentionné, on parle beaucoup de réindustrialisation, de circuits courts, de circuits vertueux. Il y avait une aberration totale, c'est que la France, c'est le pays du lin, c'est là où la matière pousse, il y a encore plein d'outils de transformation, on avait complètement perdu le savoir-faire en filature. Safilin a été la dernière filature à produire en France. On a malheureusement, pour plein de raisons que je ne vais pas réévoquer ici, vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé, dû arrêter en 2005. Et Safilin, ainsi que d'autres, on est 2-3 à avoir repris l'initiative en 2022 de réindustrialiser. Alors comment ça se passe depuis qu'on a démarré? Nous, on a démarré en mars 2022, mais on est très fiers parce qu'il fallait non seulement remettre des outils, mais il fallait aussi aller capter et former des gens, réintroduire un métier qui avait complètement disparu. Et je peux dire qu'au bout d'un an, maintenant même 15 mois écoulés, eh bien, c'est un challenge qu'on a réussi. Donc on a montré, nous industriels, et je pense que c'est partagé par mes confrères, que les industriels sont prêts à s'engager dans cette démarche de réindustrialisation. On a mis les moyens, on s'est investi humainement, on a investi financièrement. Maintenant, il est clair, on a évoqué tout à l'heure un contexte qui était compliqué. Les marques nous attendaient, on a été au rendez-vous. Les outils sont là aujourd'hui, il faut se les approprier. Alors on a eu nos premiers succès, évidemment, on a démarré nos productions, on a commencé à livrer, on est très content d'avoir nos premiers succès, plus que des succès d'estime d'ailleurs. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ces outils sont là, ils sont à votre disposition. Il y a un outil qui va arriver bientôt également en Bretagne. Eh bien, à vous, les marques, et je m'adresse plutôt d'ailleurs aux marques qui ont pignon sur rue, qui sont très solides, appropriez-vous nos outils. Les plus petites marques aujourd'hui, c'est celles qui jouent le jeu. Elles se sont bâties sur des modèles très vertueux de traçabilité, de respect de l'environnement, et ça a été les premières à être au rendez-vous. Mais maintenant, je pense qu'il faut des locomotives derrière. L'enjeu demain, si on veut réellement réindustrialiser, parce que je ne vous cache pas que ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire, c'est des filatures champignons, hein, c'est des petites filatures isolées qui, à terme, économiquement, ne seront pas suffisantes. Il faut à un moment donné qu'on ait des outils qui soient bien dimensionnés si on veut commencer à rationaliser les coûts. Pour cela, il faut nous encourager. Nous encourager, ça veut dire aujourd'hui jouer le jeu. Ça veut dire effectivement accepter de payer un petit peu plus cher pour pouvoir encourager en fait nos initiatives, continuer de la R&D. Moi, je crois que demain, le métier de filateur doit se renouveler. Il doit se renouveler, il doit renouveler son process. Il y a un travail qu'on doit collectivement engager, et je parle au niveau de la filature France, mais je vais élargir à l'Europe, on a l'Inificio avec nous, eh bien, on doit repenser notre process. On doit le rendre compétitif par rapport à l'Asie, compétitif par rapport à d'autres process de transformation, d'autres fibres, parce qu'effectivement, on a une belle matière qui fait du bien à la planète, qui fait du bien à l'environnement, et il faut aussi qu'on le rende accessible. Parallèlement à ça, le deuxième challenge qu'on s'est fixé, c'est le chanvre. Il y a un virage qui est en train d'être amorcé, et bravo au travail qui a été fait ces dernières années et qui est en train de se matérialiser. Il est matérialisé là, vous pourrez voir les échantillons qui sont là. Safilin, on s'est investi dans cette filière pour déployer une fibre qui non pas va concurrencer le lin, bien au contraire, mais va venir apporter un complément d'offre pour donner une stature encore plus solide à cette offre éco-responsable. Je ne vous cache pas que ça ne se passe pas sans heurts. L'année dernière, nos équipes ont sué des gouttes pour transformer un peu de fibres de chanvre et réussir à produire quelques fils. Et il y a eu quelques produits qui sont sortis et qui sont très jolis. Cette année, c'est pas facile, mais je continue de leur éponger le front. Mais pour autant, on voit une véritable amélioration. Les qualités de chanvre que vous allez voir là
franchement, chapeau. Quand j'ai présenté les échantillons à mes équipes, ils m'ont dit, mais attends, c'est extraordinaire, on n'a pas vu ça depuis 5-6 ans. Le chanvre, ils n'avaient vraiment surtout pas envie de le travailler, trop compliqué. Là, on est en process. Et on prend notre temps parce qu'on doit capitaliser. Pour la première fois cette année, on a eu accès à un certain volume de fibres, mais au lieu de le passer et de voir le résultat à la fin, on est en train de le faire de manière très structurée pour apprendre, puisque tous les maillons de la filière doivent aujourd'hui se remettre en cause. On le voit au niveau de la sélection des variétés, il y a encore des études qui sont en cours. Au niveau des pratiques culturelles, les outils de récolte, là ça a été vraiment un point, un jalon important qui a été franchi, qui permet aujourd'hui d'avoir une fibre longue qu'on peut utiliser. Mais on doit se remettre en cause aussi en tant que filateur. Aujourd'hui, on est un très bon filateur de lin et on doit apprendre à devenir un très bon filateur de chanvre. De même que les tisseurs devront aussi s'approprier cette fibre. Donc, il y a encore plein d'enjeux qui sont extraordinaires et sur lesquels on est prêt à s'investir. Maintenant, effectivement, il faut que le marché final soit là, soit en réponse. Clairement, je vais terminer là-dessus, mais clairement, vous voyez, c'est très simple, hein, ça peut paraître tout bête, voilà, c'est juste des bobines de fil qu'on fait. Celle-ci, elle est produite en France, et celle-ci, elle est produite à base de chanvre. On a une offre qui se développe, et elle doit absolument trouver sa destination. Moi, je vous demande à tous de veiller à sensibiliser vos clients, vos marques. On doit être les ambassadeurs en fait de cette offre éco-responsable pour que demain, on puisse de plus en plus réduire la dépendance de la filière à l'Asie. On est sur un marché mondialisé, mais c'est anormal que 80%, 90% de la production française soit exportée en dehors de l'Europe. Il faut que, grâce aux initiatives et à votre soutien, on puisse demain rebalancer, rééquilibrer la destination du produit agricole français. Merci beaucoup, Olivier. Maurizio, à toi. Bonjour à tous et excusez-moi, je ne parle pas français si bien, mais je vais faire de mon mieux. C'est pas vrai du tout, il parle très bien français. Merci Pierre. Bon, en ce qui concerne notre expérience, je voulais tout d'abord dire que à l'époque où les filatures européennes ont soit fermé, soit délocalisé, je parle plutôt des années 80 et 90, l'Inificio, à cette époque-là, a quand même gardé une production en Italie, donc une filature italienne, une filature champignon, comme Olivier l'a bien nommé, et nous l'avons gardé, nous n'avons jamais lâché de filer dans notre pays un produit en fil de lin. Certainement, nous avons essayé de le transformer dans un produit d'excellence parce que le coût pour produire localement, ce n'est pas le coût d'un produit délocalisé. Et pour chercher du valeur ajoutée dans ce que nous avons fait et que nous continuons de faire en Italie actuellement. Bon, là aussi, nous croyons qu'il y a un marché pour revenir parce que vraiment c'est difficile à comprendre que une fibre essentiellement européenne comme la fibre de lin et la fibre de chanvre de nouveau soit quasiment exportée et filée en Asie principalement. Donc, à mon avis, il y a un espace pour revenir et pour reconstruire une filière de produits finis européens. Et pour faire ça, il faut un peu soutenir la filière parce que, surtout dans le secteur de la filature, c'est un secteur qui n'a pas des alternatives. Il n'y a pas de rotation dans la filature de lin. On ne peut que faire que du lin ou du chanvre. Donc, c'est lié à 100% à cette activité et je crois qu'il faut insister et sensibiliser toutes les entreprises de la filière pour faire si qu'on puisse revenir dans une certaine dimension à un produit local ou un produit à cycle court fait en Europe, fait en France, fait en Italie, mais fait ici,
pour contraster la masse, le produit classique importé. Voilà. En ce qui concerne le chanvre, je voulais rajouter aussi que nous avons fait, avec le récolte de 2022, on a commencé un peu à faire des tests. Disons que là-bas, il y a des exemples de filasse, de fibres longues de chanvre. Nous l'avons travaillé, nous commençons à en faire un peu et je vois un intérêt, je trouve que le marché est demandant et il y a à mon avis, une complémentarité vis-à-vis de la fibre de lin. Donc il y a un marché pour l'un et pour l'autre. Ça, c'est ce que je vois. Aussi, c'est un peu la sensation que j'ai de la clientèle en général. Je vois de plus en plus de gens qui se rapprochent à cette fibre. On a de plus en plus de demandes et je crois qu'on peut développer un bon travail si on fait les choses d'une belle manière, comme on est en train de faire et comme l'association est en train de faire. Et l'a déjà montré depuis quelques années. Je viens à ce rencontre depuis 4 ans désormais et je vois une progression constante, une amélioration. Donc l'année prochaine, je suis sûr que ce sera encore mieux. Merci. Je vais passer à Pierre. Donc je voulais, Pierre, je voulais dire que l'association, justement, on a fait attention que toutes nos récoltes de chanvre de 2021, 22 et avant soient réparties équitablement entre les filatures, toutes les 3 filatures principales, pour que chacun puisse faire ses essais. Voilà. Pierre. Nous, on a une toute petite filature et c'est à cause de ça qu'on utilise tout le lin et même le chanvre qu'on produit dans notre filière de valorisation. C'est-à-dire qu'on préfère valoriser le lin jusqu'au produit final à travers évidemment des jeans. On va parler un peu plus cet après-midi, mais aussi avec des nouveaux produits, notamment les produits composites. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qui a été dit, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. On ne sait pas toujours où on va, mais il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Il y a 50 ans, il y avait à peu près 50 filatures de lin en France. Et j'imagine, je ne sais pas exactement combien en Europe. Donc aujourd'hui, on a perdu énormément de choses. Donc il faut en être conscient. Dans les années 2000, pratiquement, il n'y avait plus aucune filature. Donc évidemment, depuis 2-3 ans, on a 2-3 en France, aujourd'hui, 3 filatures par rapport à 50 filatures qu'on avait il y a 50 ans. Donc vous imaginez tout ce qu'on a perdu. Et si vous remontez au 19e siècle, je cite toujours péniblement ce scientifique français qui s'appelle Alfred Renouard, qui a écrit 3 bouquins sur le lin et le chanvre. Donc Renouard, R-E-N-O-U-A-R-D, j'insiste là-dessus, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Ça fait au moins 10 ans que je répète la même chose, mais la répétition, c'est de la pédagogie. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'il faut se rendre compte de la richesse de la culture du lin et du chanvre au XIXe siècle. Tout le monde parlait de ça. Les préfets, tous les gens étaient mobilisés dans toute l'Europe. Il y avait des congrès de chanvre et de lin à Vienne, dans toute l'Europe. Aujourd'hui, quand on a les congrès du chanvre et du lin, ce sont à... Comment s'appelle ce village ici, nouveau? Vous voyez la différence? Bon, bref, tout ça pour dire qu'on a perdu énormément de choses. Alors, je crois qu'il faut aussi valoriser le lin et le chanvre avec des vraies filières, avec des laboratoires, et c'est ce qu'on fait à Mulhouse. Vous verrez à côté, on a présenté quelques plaques de composites de lin et de chanvre qui sont absolument merveilleuses, grâce à Nathalie, qui nous a procuré un très beau chanvre qui a été extrêmement bien traité. Et on peut faire des miracles. On a eu la visite de Porsche, le constructeur de voitures, il y a 2 semaines, qui est venu nous visiter il y a 2 semaines en Alsace pour introduire ces nouvelles matières qu'on est en train de développer. Donc c'est une belle reconnaissance, mais tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut bien comprendre qu'il y a eu très peu de recherches ces derniers temps sur le lin et le chanvre dans la valorisation, notamment au niveau des composites. Tout le monde connaît les fibres de verre, vous avez des fibres de verre partout. Vous avez d'ailleurs, hier soir, on a un peu évoqué le problème de l'acoustique, parce qu'on était dans un petit restaurant, et on était combien 30, 50 personnes. Je vous assure, franchement, on ne s'entendait plus. Il
C'était absolument épouvantable comme bruit. Et évidemment, au mur, il y avait de la fibre de verre. Et la fibre de verre, sur le plan acoustique, c'est 0. Donc, il y a des marchés absolument colossaux qui peuvent se développer à partir du moment où on commence vraiment à étudier avec tous les outils modernes, avec tous les laboratoires, et c'est ce qu'on fait grâce à la collaboration à Mulhouse avec l'IS2M, je fais un peu de pub, hein, c'est l'Institut de sciences et des matériaux de Mulhouse, je crois que l'Institut a à peu près 50 millions d'euros de moyens de recherche, avec le LPMT, le laboratoire de physique et de mécanique textile. Donc, on mobilise vraiment des moyens très importants pour comprendre vraiment ces fibres qui sont beaucoup plus compliquées sur le plan de l'acoustique, sur le plan de l'isolation, sur le plan de l'adhésion aussi avec les résines biosourcées. Donc, c'est un vaste chantier. Et là, il faudrait vraiment que l'Italie, que la Belgique, tous les principaux pays européens puissent travailler ensemble parce que c'est une filière 100% européenne et elle peut devenir une filière mondiale si tout le monde travaille étroitement ensemble. Merci Pierre. Donc j'ai donné la parole en dernier à Olivier parce qu'il est en même temps président de l'UIT. Donc tu peux nous faire parler un petit peu plus de la filière de l'industrie textile. Voilà. Bonjour à tous et bravo encore pour ce rendez-vous qui devient incontournable et on a toujours plaisir à venir. L'épargne n'a jamais été aussi forte dans notre pays. L'inflation, je ne vais pas vous faire de détails et je ne vais pas vous embêter avec ça. La consommation est au plus bas et aujourd'hui, l'activité, en dehors du super luxe et du super spécifique technique, l'activité est vraiment très très perturbée et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de se plaindre. Nous, dans le même contexte, le lin a doublé, quasiment, pas quasiment, le lin a doublé. J'ai oublié, j'avais un message de Nathalie qui m'a dit c'est pas 17 000 hectares pour le chanvre, c'est 22 000. Voilà, juste petit aparté pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Donc le lin a doublé et on se retrouve avec des acheteurs, des marques, des distributeurs et des gens qui ont fait des collections dans le lin, qui n'ont pas le choix parce que les choses sont engagées, qui ont eu, comme les tisseurs et les tricoteurs, la mauvaise surprise d'avoir au milieu du gué des prix qui ont explosé et qui se retrouvent dans une situation compliquée. Qu'est-ce qu'il en sera demain ? Je pense que si on ne fait rien, et parce qu'on parle beaucoup de ces situations, on n'a jamais connu une situation aussi grave, Olivier l'a dit, solliciter les marques, les distributeurs, je pense qu'il faut même aller plus loin. Je tiens à saluer, je ne vais pas spoiler la prochaine table ronde, mais les initiatives de certaines marques et distributeurs qui sont dans la salle, qui n'ont pas toujours été ceux qu'on a félicités pour leur démarche par rapport à la relocalisation au Made in France, mais qui font énormément d'efforts, une politique de petits pas, avec beaucoup d'initiatives que je tiens à saluer aujourd'hui, parce que la relocalisation, elle ne se fera qu'à ce prix-là, à savoir se mettre autour d'une table, mais pas seulement être des ambassadeurs, il faut aller dans la chaîne de valeur, il faut décortiquer, et il faut on ait des contrats pluriannuels. Je vais vous parler de contractualisation, pas longtemps, mais je vais vous en parler parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et si on n'avance pas sur ce sujet-là, la relocalisation, elle va prendre un plomb dans l'aile. Et le lin en France, alors qu'on a quand même quelques fous furieux, 3 ici et 4e là-bas assis, qui se sont lancés dans ces filatures champignons avec des risques, des investissements, mais pas de marché en face. Le marché, il est en train de se faire, il est en train de se créer. Aujourd'hui, si on ne contractualise pas d'abord en amont, il faut qu'on contractualise, nous, filateurs. Je pense que Olivier a été l'ambassadeur de cette demande depuis plus de 10 ans. On en a beaucoup parlé, mais comme disent les anglo-saxons, make it happen. Agissons. Agissons dans ces contractualisations pour que nous puissions nous engager sur des prix et que les filateurs, les tisseurs, les tricoteurs, nous, on puisse aussi s'engager vis-à-vis des distributeurs et des marques sur des prix qu'on peut contractualiser pendant 3 ans sur du pluriannuel. Ça, il faut qu'on arrête de faire des discours, il faut qu'on arrête que ce soit un vœu pieux, il faut le mettre en place. Une des réponses par rapport à ça, ce que l'UIT et Interchanvre se sont associés par rapport à ça en créant Bleu Blanc Lin et Bleu Blanc Chanvre.
Au risque d'en choquer certains, moi, la chemise Uniqlo, qui est certes fait avec la fibre française, mais qui est filée en Chine, tissée en Chine, confectionnée au Bangladesh, c'est pas mon lin, c'est pas mon chanvre. La chemise Muji avec du chanvre chinois, c'est pas mon chanvre. Mon chanvre et mon lin, pour qu'il soit vertueux et qu'il garde toutes ses vertus et ses spécificités, qu'il soit à minima fait en Europe, et on a pris le pari qu'il pouvait également être fait en France. Le 22 juin, il y aura le lancement de bleu blanc lin, bleu blanc chanvre avec interchanvre, qui est juste un complément et surtout pas un concurrent des rencontres d'aujourd'hui, qui est un complément parce qu'elle nous concerne tous les acteurs qui ont envie de s'impliquer. On a pensé que c'était une concurrence. Pas du tout, c'est bien pour ça que je suis content de pouvoir le préciser. C'est tous les acteurs de la chaîne de valeur dans le textile. Ça démarre au peignage, à la filature, jusqu'aux marques. Et on a déjà un grand nombre de retours parce qu'on va faire un calendrier d'actions concrètes sur 3 ans. Pas de discours, pas de stratégie sur des 10 ans, mais des choses très concrètes pour que ces filières françaises du lin et du chanvre, elles puissent voir le jour de manière très concrète et se développer avec nos partenaires de l'aval. Donc oui, contractualisons en amont, en aval, mettons-nous autour du table, travaillons, engageons-nous et on pourra peut-être avoir des champignons qui vont devenir hallucinogènes. Merci. Merci beaucoup. Alors, allez-y, une ou deux questions. Un micro, Morgane ou Marion, un micro par ici, s'il vous plaît. Bonjour, Xavier et Tim, on est les fondateurs de la filature L'Infini qui va ouvrir en Bretagne. La bonne nouvelle, ça y est, elle va ouvrir dans 1 an. 3 ans de travail, 3 ans de travail de terrain, avec l'aide de toutes ces personnes qui sont sur cette scène aussi. Et c'est ça, cette filière du lin, c'est une entraide, une écoute, c'est des conseils bienveillants pour que cette filière réussisse. Nous prenons le pari de valoriser la fibre courte, puisque nous serons une filature au sec et on fera principalement des gros numérométriques de 1.8 à 6. Là aussi, de grands débouchés sont possibles, notamment dans l'ameublement et le packaging. Ce sont des débouchés que nous avons travaillés longtemps. Je crois, tout comme Pierre, que le lin a un avenir prometteur dans plein d'opérations techniques qu'il faut encore creuser, avoir de la R&D. Et c'est pour ça qu'au sein de notre filature, nous aurons un laboratoire innovation-recherche qui nous permettra de lancer de la R&D en interne sur du lin, mais d'autres ressources végétales, comme l'algue par exemple, puisqu'en Bretagne, nous avons cette ressource bien présente. Là aussi, nous travaillons d'arrache-pied pour que cette filature fonctionne correctement dès juin 2024. Nous aurons sur 9 machines, 8 machines françaises, neuves du fabricant NSC Schlumberger en Alsace et une machine italienne donc de chez Savio. Nous avons la chance également d'avoir recruté un expert filateur qui a travaillé pendant 20 ans dans une filature au sec et qui va venir nous aider pendant 2 ans. Nous avons le soutien également de l'OPCO 2I sur la formation, qui est un grand challenge aussi, puisque la formation est justement un axe important. Donc, merci à vous. Continuons dans cette lancée. Le lin a plein d'avenir et surtout, je pense qu'il a plein d'avenir là où on ne l'attend pas, où on ne le voit pas encore. Donc, continuons ainsi et j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que le lin va permettre de développer plein d'axes environnementaux et répondre à cela. Merci. Non. Je présentais, ce n'était pas une question, mais donc il va venir. Bienvenue au club bientôt. Voilà, une question là-bas. Non, c'est pas les mêmes micros en salle et. Les micros, ils sont où les micros alors? Morgane, amène un micro. On avait 2 micros normalement pour vous. Non, c'est nos micros ça. Merci. Bonjour, c'est Ségolène de Malherbe. On m'a dit de ne pas mélanger les micros, voilà, c'est pour ça. Alors, je remercie l'Infini d'avoir apporté une partie de la réponse à la question que j'avais, parce qu'on parlait tout à l'heure de 800 hectares textiles cultivés en France cette année, ce qui représente
grosso modo, on va dire, allez, 1000 tonnes de fibres longues et à peu près, allez, à peu près. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, c'est bon. Je recommence au début ou... Alors, Jacques, vous nous annonciez tout à l'heure 800 hectares de chanvre textile produits en France cette année, ce qui grosso modo fait à la grosse louche 1000 tonnes de fibres longues et on va dire à peu près pareil de fibres courtes quand on considère peignées plus taillées. On a une partie de la réponse qui nous arrivera en 2024 dans les débouchés de ces fibres courtes. Mais d'ici là, c'est quand même presque 50% de la production de la fibre de chanvre textile. Comment on la traite? Quels sont les débouchés, les possibilités de filature dans des territoires proches? Que fait-on de ces 50% de fibres qu'on a obtenues et parce qu'on a beaucoup parlé de fibres longues, mais pour lesquelles les débouchés ne sont pas extrêmement clairs et précis pour l'instant, et c'est 50% de la production. Alors, ce qu'on va en faire, là aussi, c'est important de noter que, sans s'être forcément consulté, mais on a tous le même avis là-dessus, c'est que on ne veut pas qu'il se passe avec le chanvre la même chose qui s'est passé avec le lin. Et que ce chanvre, s'il n'est pas préempté ou s'il n'est pas réservé, qu'il parte en Chine, ça serait vraiment la dernière chose qui serait bonne pour la filière. Donc on s'est engagés, tous, là aussi, autant qu'on est autour de la table, à prendre ce qui était prêt, ce qui était disponible, et avec des succès plus ou moins rapides, évidents. Donc, ce que je n'ai pas mentionné avant, c'est que chez Natup, à la French Filature, on a démarré, on a commencé à faire nos premiers essais de chanvre. On n'a pas forcément le numéro métrique qu'on visait au départ, mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais en tous les cas, on y croit. On y croit parce que le marché est là, la demande est là, et donc on prend des risques. Je pense qu'on s'est tous engagés sur des quantités. Je peux vous dire qu'il n'y a pas les commandes en face, il n'y a pas les marchés en face. Donc on s'engage, il y en a pour l'ameublement, il y en a pour l'habillement. Et on s'est engagé. Maintenant qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter, on est au début d'une aventure. Olivier l'a dit aussi tout à l'heure. Si on a une expérience sur le lin, on ne l'a pas forcément sur le chanvre. Et on va s'améliorer, on va apprendre. Et c'est pour ça que les choses ne peuvent pas se faire en 24 heures, en 48 heures, il faut prendre le temps d'apprendre à l'utiliser, mais en tous les cas, la volonté est de s'engager, parce qu'encore une fois, et ça c'est la bonne nouvelle pour tout le monde au niveau du chanvre, le marché est demandeur. Et quel que soit le type de marché, le marché est demandeur de chanvre. Je te laisse. Oui, je voulais compléter également parce qu'on fait peut-être un raccourci aujourd'hui entre les hectares chanvre qui sont semés en France et les capacités de filature qui sont en France. Je pense qu'il faut élargir la réflexion au périmètre européen. C'est là que se jouent nos enjeux. Évidemment, si demain il y a des outils plus importants qui trouvent leur place en France, tant mieux, mais réagissons d'abord sur un périmètre européen élargi. Et donc là, il y a toute la capacité installée entre les quelques filatures européennes pour à la fois continuer de se développer sur du lin, mais également absorber les quantités de chanvre qui arrivent. La consommation équivalent fibre sur les filatures européennes, elle dépasse les 10 000 tonnes. Donc on a de quoi voir venir, on a de quoi voir venir la montée en puissance du chanvre, la montée en puissance, même si en ce moment ça marque le pas du lin bio et du lin conventionnel, et puis progressivement les capacités, elles se doperont, que ce soit en Europe, puisqu'il y a des pays qui aujourd'hui ont aussi l'ambition de réimplanter des filatures, et également sur le périmètre français. Et à ce titre, on m'a posé la question hier soir, cette année il y avait quelques dizaines d'hectares, l'année prochaine on approche les 1000 hectares, que vont devenir ces 1000 hectares? Safilin, moi je me suis positionné, et je ne tiens pas à phagocyter la totalité de la capacité qui sera produite, mais nous, 25 à 30%, il n'y a aucun souci, l'année prochaine on s'est positionné. Et c'est vraiment très important que la priorité soit laissée aux outils européens, parce que on va essayer de travailler dans le bon sens et dans le sens de l'évolution du monde, à travailler proprement, avec des bonnes pratiques, en respectant l'environnement, en respectant le droit social, en respectant le droit du travail, en s'engageant
à alimenter les clients de proximité. Et quand je dis de proximité, je parle bien entendu tisseurs et tricoteurs français et marques françaises, mais également européennes. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps encore de prendre une question. Là-bas au fond, Morgane, s'il te plaît, tout au fond. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous demande une déconvenue il y a très peu de temps. Je me présente, on est naturellement chanvre. Nous, on est une toute petite société et on vend uniquement des produits dérivés du chanvre. Et très récemment, on a essayé de démarcher de nouveaux fabricants, notamment de cordes. Et on a eu la chance de rencontrer, en l'occurrence, je me permets de dire leur nom directement, Palu, qui est donc une corderie en France. On a vu plusieurs reportages. Et en fait, on s'est rendu compte avec beaucoup de stupeur très récemment qu'ils avaient l'autorisation d'utiliser l'appellation corde de chanvre sur de la corde faite entièrement en lin. Et par conséquent, vu que vous êtes filateur, je me suis dit qu'éventuellement vous pourriez m'apporter plus de précisions sur ce sujet. Pierre, il doit savoir. Tu veux répondre? Je n'ai pas compris, fabriqué où? Pardon? Là, vous avez dit un moment de... C'est des cordes de lin qui ont l'appellation corde de chanvre. Mais fabriqué où? En France, juste en dessous de Brive-la-Gaillarde. Je connais, mais qu'est-ce qui vous dérange finalement? C'est ça que je n'ai pas Ouais, compris. parce que c'est pas du chanvre. Oui, bon. C'est déjà, honnêtement, moi ça ne me dérange pas tellement si c'est du lin ou du chanvre à partir du moment où il est produit en France et correctement, ça me rassure. Je pense qu'effectivement... J'entends ce que vous dites, mais du coup, c'est Oui, la corde mais de lin, bon, vous voyez. il y a parfois des petites erreurs comme ça, mais je trouve que ce n'est pas très grave, honnêtement. Je vous dis comme je le pense. Bon. Alors, la dernière question, alors. Morgane, un micro ou la dernière question? Oui, merci. C'est plus une remarque en vous écoutant qu'une question. Alors, vous m'entendez? Oui. Ok. Oui, je me présente Bruno Nahan, société Bugis et MVV. On est fabricant d'étoffes en maille et on est totalement impliqué dans les fibres libériennes. Tout d'abord, bravo pour vos initiatives parce que vous investissez, vous prenez des risques sans visibilité. Et je ne vais pas reformuler ce que vous avez très bien dit. Il faut avoir une dose d'inconscience, mais positive, pour faire ça. La remarque que je voulais faire par rapport au témoignage que vous évoquiez sur cette renaissance industrielle et cet enjeu qui est très important autour du développement des fibres libériennes dans le secteur qui me concerne, le textile, habillement et les applications techniques. Olivier, tu l'as évoqué rapidement. Nous sommes dans une logique de filière et ce projet magnifique ne peut réussir qu'avec une réflexion qui soit réellement transparente autour du partage de la valeur ajoutée entre l'amont et l'aval, entre les fournisseurs et les distributeurs. On ne peut pas traiter le problème uniquement en se disant... par le côté le plus facile, en se disant c'est génial, je vais acheter mes matières premières en France, je vais les faire tricoter ou filer en France et je mets une petite dose de confection française en souhaitant conserver les prix asiatiques ou de façon plus proche turque. Donc c'est un appel à ce qui est réellement une discussion et une concertation totalement ouverte sur ce sujet qui est capital du partage de la valeur ajoutée. Non, je te rejoins. Il y a effectivement cette question du partage de la valeur. Il y a aussi des règles du jeu qui aujourd'hui ne sont pas très claires parce que lorsque l'on produit en France et lorsqu'on met un produit sur le marché, le consommateur peut avoir le ressenti que c'est trop cher. Et le trop cher, c'est un élément qui est relatif. D'une part, on a des produits dont on ne compte pas le coût environnemental. Et ça, c'est important. Lorsque demain,
chaque produit sera estampillé avec son coût environnemental, ça permettra déjà de lisser les choses. Deuxièmement, on est sur un marché mondialisé, on ne va pas le refaire. Malheureusement, en Europe, on est maintenant laissé sans protection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, les produits peuvent être, les matières premières peuvent être exportées et rentrer en Europe avec des prix qui sont parfois de l'ordre de la pratique du dumping. Et on a parlé de solliciter évidemment les bonnes volontés, les marques, le consommateur, sensibiliser, mais on a un axe fort sur lequel il faudrait s'appuyer, ce sont les politiques. Et je pense qu'on ne peut pas s'appuyer que sur les politiques françaises, puisqu'on est sur un environnement européen. Et si on veut demain renforcer, solidifier, voire redéployer des outils en Europe, eh bien, il faut aussi peut-être repenser la manière dont on protège les industries qui sont là. C'est très bien, les initiatives, j'en ai bénéficié aujourd'hui. J'ai remis une filature en France, j'ai été accompagné. Les quelques initiatives qui voient le jour sont accompagnées pour remettre de l'outil, mais il faut aussi penser aux outils qui sont déjà là et qui essayent de subsister depuis 10, 15, 20 ans. C'est ces entreprises-là également qu'il faut aider. Donc, il y a une action à mener, je pense, conjointement. Elle ne peut pas être la seule, mais elle aura son utilité. C'est de sensibiliser les politiques pour leur dire, attendez, on a une industrie textile en Europe. Elle s'est affaiblie, mais elle existe encore. On peut la renforcer et ça va dans le sens de l'évolution et des attentes du consommateur et des bienfaits pour la planète. Mais ça ne se fera pas si on ne nous y aide pas également en limitant les différentiels qu'il peut y avoir entre des produits importés. Moi, je suis désolé, mais encore récemment, et c'est pas pour dénoncer, mais on a eu des pop-up à Paris de Shein. C'est quand même complètement paradoxal. On a un gros événement qui se tient à Paris sur des produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète et vendus à vil prix, tout en parallèle en disant « Ah, mais il faut réindustrialiser, il faut remettre des outils, il faut recréer de l'emploi ». Il y a quand même quelque chose qui est paradoxal là. Donc oui, je pense qu'il faut aussi qu'on ait un lobbyisme plus fort et une écoute, bien sûr, auprès des politiques. Merci beaucoup. Donc, Non, juste par rapport, vous avez entendu hier l'information de l'usine de microprocesseurs qui a reçu des subventions de 2,9 milliards d'euros. Très bien. A priori, on a dit 3 000 personnes. Ce matin, on a dit pour 10 000 personnes. Donc 2,9 milliards pour 10 000 personnes, ça fait 300 000 euros par emploi. Maintenant, vous imaginez ce que la filière de lin et de chanvre qu'on essaye de mettre en place peut représenter en termes d'emploi. Moi, je pense que si on valorise les 150 000 tonnes qui sont produites en France, grosso modo, c'est à peu près ça, plus le chanvre, vous imaginez le nombre d'emplois, ça dépasse largement les 10 000. Et qu'a reçu cette filière à ce jour-là des peanuts par rapport à cet exemple. merci.